Bon écoute, ça fait des semaines et des semaines que ça envoie des pics, ça parle mal, ça fait des vidéos montage, des trucs de gamin derrière l'ordinateur. Donc maintenant, il va vraiment falloir assumer. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Deontay Wilder est de retour avec une vidéo un petit peu spéciale. C'est pour ça que je me suis amusé à faire un montage sur ça. Le chat débarque. Il a entendu Deontay Wilder, il arrive. C'est un fan, c'est Team Cell comme nous. Mais on va devoir analyser cette vidéo qui est quand même très particulière. On va revenir dessus, j'ai invité Vincent pour en parler. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a quelques jours, avec Mehdi, avec qui on a fait la vidéo de promotion pour le combat entre Usyk et Chisora, eh ben on avait cette réflexion-là sur Wilder. Ça fait 8 mois, on n'entend plus parler de lui. Il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est assez étrange. À mon avis, c'est le Covid qui retarde tout ça, parce que ça les embête de faire un gros combat et pas avoir beaucoup de pépettes. Donc, ouais, c'est bizarre. Moi, je pense qu'il est en dépression. Ouais, tu crois? Ouais, ça m'étonnerait pas. C'est un gars qui avait ultra confiance en lui, qui est solide, et puis je pense pour ce genre de types qui sont invaincus pendant 15 ans, et ça faisait 10 ans, plus de 10 ans, qui étaient invaincus, qui se pensaient sur une autre planète, je pense que ça a dû lui faire tout drôle. Et Wilder a dû nous entendre car il a répondu avec cette vidéo qui va faire polémique. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui on va parler du retour de Wilder, mais c'est le retour de Vincent. Salut Vincent. Salut JC, salut à tous les disciples. C'est un plaisir de te revoir, tu as été demandé sur la chaîne. Ah, bah écoute, j'aurai l'occasion de revenir normalement pour un petit podcast d'ici la fin du mois. Ah super, ça nous fait un petit teaser. Alors voilà. Du coup, je t'ai entendu un petit peu réagir sur la chaîne du Captain Crochet. Quand je t'ai proposé de réagir à cette vidéo de Wilder qui est sortie samedi dernier, tu étais un petit peu réticent. Tu m'as dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler? Mais disons que je pense qu'il y a des éléments qui sont quand même assez intéressants, si tu me le permets. Mais ouais. Oui, non, excuse-moi, je t'ai coupé. J'allais te dire, c'est vrai que depuis, je l'ai revu la vidéo et en fait, ça sera intéressant d'en reparler, effectivement. Voilà. Donc tu verras, j'ai déjà préparé une petite intro avec un petit peu de troll où j'ai fait un petit montage de la vidéo et j'ai ressorti une vidéo qu'on avait fait avec Mehdi qui est un bonus de la vidéo qu'on avait faite ensemble où justement il disait que lui il pensait que Wilder il était en dépression et quelques jours après il y a eu cette vidéo là qui est sortie et il se posait des questions en fait sur moi je disais que je pensais que c'était à cause du Covid qu'ils n'avaient pas du coup trouvé des terrains d'entente parce que sans public, c'est vrai que financièrement, il y a un gros manque à gagner. Lui, il parlait sûrement d'une dépression de la part de Wilder. Et puis, il y a cette vidéo qui est sortie. Est-ce que je te donne un petit peu ce que j'ai noté et toi, tu réagis au fur et à mesure? Est-ce que tu as noté des éléments de la vidéo, plus ou moins, où tu la résumes, en fait? Voilà, en fait, j'ai noté les éléments importants de la vidéo et ensuite, j'ai noté les éléments de la réponse de Bob Arum. Voilà, Okay. C'est un article qui est sur Ring, qui est sorti. Et on a la version de Bob Arum et en fait, il répond à ce que pourrait dire en fait Wilder, aux accusations qu'il fait. À chaque fois, il a une réponse. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux sons de cloche. D'accord, ouais. Ok, ben écoute, vas-y. Hein. Bah écoute, je te balance tout et après, je te laisse réagir. Ça marche. Alors, Wilder, dans sa vidéo, ce qui ressort principalement, c'est qu'il parle des gants de Fury. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties suite au combat où on voyait des gants de Fury mal enfoncés pour le premier combat. Donc, il parle de ça et il s'appuie avec des images où on voit les gants mal enfoncés de Fury. Il rajoute qu'au deuxième combat, il accuse Fury d'avoir rajouté quelque chose qui renforcerait ses gants. Et il s'appuie en disant que c'est ce qu'il a fait saigner de l'oreille et à la tempe. Du coup, depuis, il a une marque. Il a le droit de faire ça? C'est un combat de boxe non autorisé, Tommy. Pas un concours de chatouille. Il parle aussi d'une eau contaminée qui l'aurait drogué, qui l'aurait rendu faible musculairement.
Il accuse l'arbitre d'avoir mal fait son travail et il accuse son entraîneur d'avoir été déloyal en l'arrêtant. Ouais, et aussi, il sous-entend, excuse-moi, que l'entraîneur serait mêlé à l'histoire de l'eau droguée. D'accord. Je sais pas si tu as vu, mais il l'a sous-entendu. Il a dit, je pense qu'il y est pour quelque chose. D'accord. Bah, tu fais bien d'appuyer sur ce point-là. Ouais. Ensuite, il dit aussi que lui avait donné sa chance à Fury au moment où il était au plus bas. Et c'est vrai que ça faisait un peu partie de la romance de cette histoire, c'est que quand Fury était complètement déprimé et que Fury a dit moi je reviens, il lui avait dit t'auras ta chance contre moi. Et c'est vrai que c'est monté, il y a eu ce match nul. Quand il y a eu match nul, il dit aussi j'ai accepté de te donner une revanche alors que j'aurais pu me faire beaucoup plus en affrontant Joshua, ce qu'on aurait tous aimé à cette période-là. Mais ça méritait quand même, ce match nul méritait pour Fury, parce que si on pense à Fury, ça aurait été dégueulasse qu'il aille vers Joshua. Donc c'est vrai que sportivement, Fury méritait largement son combat retour, car pour moi, il avait gagné ce combat qui avait été un nul. Je suis d'accord. Voilà. Est-ce que je te donne la version de Bob Arum qui répond à tous ces points, ou est-ce que tu veux réagir déjà à ça? Alors déjà, je veux réagir à Wilder. Alors, je sais pas si peut-être au niveau interprétation de la vidéo, tu préfères qu'on le garde un peu plus pour après sur cette vidéo, pourquoi elle sort, parce que je trouve que c'est intéressant en fait de voir dans quel contexte elle sort, mais peut-être tu préfères qu'on réagisse vraiment brut à ses propos d'abord, avant de réagir du pourquoi de la vidéo. Oui. Garde ça peut-être pour une conclusion. D'accord. Effectivement, ouais. Alors l'histoire des gangs, c'est beaucoup ressorti. Alors ce qui est très marrant, c'est que Wilder, quand même, il est sorti du combat juste après, il dit j'ai pas d'excuses. Puis après, c'est le costume. Puis après, il y a cette histoire qui a été faite par des youtubeurs sur les gangs, qui en fait, il aurait pas enfoncé les gangs jusqu'au bout et qui frappait plus ou moins avec le poignet du gang où il avait le poing et que ça lui faisait moins de rembourrage. Maintenant, en plus, il dit qu'en fait, il aurait mis un objet lourd dans le gang. Et en plus, maintenant, il y a l'eau qui est contaminée. Donc, à 9 mois d'écart, je trouve que ça évolue beaucoup, qu'il découvre bien des choses après, Deontay Wilder. Puis bon, après, alors, effectivement, t'as parfaitement dit ce qu'il a raconté, où en fait, il a beaucoup été repris, et notamment Eddie Hearn qui s'est foutu de lui, où en fait, il a déclaré, effectivement, je t'ai accordé ta chance alors que j'avais une meilleure offre pour combattre Joshua. Et effectivement, Eddie Hearn a réagi, tout le monde de la boxe, en disant ah bon, je croyais que justement il t'esquivait Joshua, donc en fait tu reconnais que Joshua t'a fait une offre pour te combattre et que c'est toi qui as refusé. Donc ça, c'est assez mal maîtrisé de Wilder. Moi personnellement, quand j'ai vu la première fois la vidéo, j'ai même trouvé assez malaisante personnellement. Surtout que Wilder, il est plein de sous-entendus qui m'ont pas trop plu. Et en la revoyant, j'ai eu une autre idée. Peut-être on y reviendra après, mais est-ce qu'au final, enfin, sans dire que c'est bien contrôlé, il y a pas, c'était pas forcément illogique d'un point de vue promotionnel de faire ce qu'il a fait, mais ça on y reviendra après. On y reviendra. Alors du coup, je vais faire comme toi, je vais réagir je vais dire ce que j'ai ressenti à chaud. Avant ça, je remets la casquette sel, parce que ici, on ne retourne pas sa veste. Hein. Moi, c'est pas parce que Loma il a perdu que je dis pas que c'est un grand boxeur, d'accord? Donc, je ne retourne pas ma veste, je reste un supporter de Deontay Wilder, même si je reconnais que Fury est bien plus grand aujourd'hui. Alors moi, j'ai même un petit peu trollé sur les réseaux parce que j'ai dit Fury ne l'a pas tapé assez fort, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Donc, je ne suis pas du tout étonné en fait par sa vidéo. Pour moi, c'est du Wilder tout craché. C'est même l'esprit à l'américaine. C'est-à-dire que on vient ressortir un peu les théories complotistes parce que ça fait toujours parler et c'est facile de mettre un peu le doute dans la tête des gens. Donc, pour moi, ça m'a pas étonné de la part de Wilder. Par contre, qu'est-ce qu'elle est nulle la vidéo. Nul, mais nul. Nul fois nul divisé par nul multiplié par nul au carré, nul. C'est incroyable. Le montage, les images, nul. Et pourtant, moi, je suis pas très bon en montage, hein, mais ça, c'est une catastrophe. Non. C'est là que tu vois qu'en fait, il n'y a pas vraiment une organisation autour, là, comme on en parlait chez le Capitaine Crochet. Mais je pense qu'enfin, on va en parler. Joshua, il aurait fait les choses bien, lui. Joshua, il aurait fait un documentaire avec des experts scientifiques qui te démontrent que... Exactement. Du coup, je vais passer à la version de Bob Arum, parce que c'est intéressant de voir du coup son retour à lui. Alors, Bob Arum, directement, il dit Wilder, il a trop regardé Donald Trump et il essaye de l'imiter. Et du coup, alors, il revient sur les gants. Donc, déjà, il dit que c'est pas très cool de sa part d'avoir critiqué un arbitre
qui lui a sauvé la vie et de critiquer son entraîneur. Ouais. Voilà. Il dit que pour les gants, et c'est vrai que mon coach m'avait directement téléphoné pour m'en parler quand j'avais parlé des gants dans la vidéo. Il m'avait dit, moi, si tu me demandes à moi, je te dis que c'est pas possible de truquer les gants. Aujourd'hui, on peut plus enlever la mousse, tout ça, parce que tu vois, même le truc là d'ancienne école de couper le gant, tu sais, de le casser, en fait, ça marche plus parce que la mousse qu'il faut aujourd'hui, elle se remet en place. Donc en fait, la technologie des gants fait qu'ils sont très durs à abîmer avant un combat. Et en plus, le protocole fait que c'est difficile de truquer parce que déjà, tu es tout le temps filmé. Il y a quelqu'un du camp adverse qui vient vérifier, dans ton vestiaire au moment où tu mets les gants, voilà, tout ça. Il y a tout un protocole. L'arbitre vient vérifier les bandages. Donc moi, c'est des choses que j'ai vues, ça, en étant dans les vestiaires. L'arbitre vient, il vérifie les bandages, après il les signe pour être sûr que ce soit les bons bandages qui restent. Et donc voilà, il explique un peu comment ça se passe et que c'est très très difficile de trafiquer. Mais de toute façon, ce qui était sous-entendu, l'idée qu'il n'ait pas enfoncé le gant jusqu'au bout, comme tu avais dit, c'est difficile de boxer comme ça. C'est vrai que je reconnais qu'il y a des images qui paraissent troublantes, mais on en a vu d'autres boxeurs. Si tu veux, je t'enverrai les photos, tu pourras les mettre en lien. On en a de Mohamed Ali, où là, le gant complètement retourné. Il y a, je t'en avais parlé, ça m'a toujours bien fait rire, parce que Errol Spence, qui avait été un des grands fers de lance de cette théorie, il y a une photo, tu la mettras, où il a le gant complètement retourné contre Kell Brook aussi. Donc voilà, tu peux trouver ce genre d'image partout dans la boxe. Mais c'est vrai que même moi, à chaque fois que je regarde des images, c'est troublant. C'est très troublant de voir. Je suis d'accord, mais il y a clairement des moments où je pense que le gant est pas peut-être complètement enfoncé ou est pas bien serré, je sais pas, mais c'est sûr que oui. Mais après, de là à dire qu'il boxe comme ça, en plus, il y a des fois où tu vois qu'il envoie des jabs bien nets et en fait le gant se retourne complètement et des fois le gant ne se retourne pas. Donc, est-ce que les gants sont un peu desserrés? Je sais pas, c'est possible, ouais. Ouais, puis c'est vrai que moi, on m'avait envoyé aussi des images où Fury, avant un combat, ils lui ont fait changer les gants, et puis tu sais, il a une réaction bizarre, mais des combats avant, hein, pas contre Wilder. En fait, c'était face à déjà Vladimir Klitschko. Il avait, en fait, Klitschko, il avait imposé de nouveaux gants par rapport à ceux qu'il avait. Après, ça, je crois que c'est pas propre à Fury. Klitschko l'a déjà fait pour pas mal d'adversaires. Et je pense que c'était un peu aussi une stratégie psychologique pour emmerder. C'est d'ailleurs ce que je te disais pour petit aparté. Il me semble que c'est arrivé ce week-end, le combat contre Davis, où il avait des gants Grant à ses vestiaires et après il arrive avec des gants blancs neutres. Alors est-ce qu'au dernier moment il n'a pas fait changer ses gants? Je sais pas. Ouais, et ça y est, ça commence un petit peu à parler sur les réseaux de ça. Hein. Ah ouais, ouais, ça y est, il commence à avoir des photos où on montre la différence des gants. Moi, la question que je me pose, c'est pas, tu sais, comme il fait partie de la team Mayweather, tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas eu d'accord pour, tu sais, parce que on voit la marque des gants sur le ring et qu'ils ont voulu cacher la marque. Ah ouais, parce que oui, ils font parce qu'ils n'ont pas payé. Voilà, parce que c'est la première fois que je vois des gants neutres depuis l'époque de Mohamed Ali, tu vois. C'était à cette époque-là qu'on avait les gants tout rouges. La dernière fois que j'en avais vu, c'était Luke Campbell qui en avait contre Lomachenko. D'accord. Ils étaient tout neutres, tout noirs, mais ça m'avait surpris aussi. C'est très rare, des gants tout neutres maintenant, comme à l'ancienne, ouais. Voilà, et moi je me demande si c'est pas une question de pognon, parce que tu sais, maintenant tout se monnaie, hein, voilà. Ouais. Mais c'était un peu aussi Canelo, son deuxième combat pour finir sur ça, sur Golovkin, où il n'y avait pas encore la marque No Boxing, No Life, c'était juste, il avait des gants noirs avec son logo, mais sur le coup, j'avais dit, c'est quoi ces gants, ça sort d'où? Et je sais qu'ils avaient du mal, en fait, à les faire homologuer pour le combat, ouais. D'accord, ok, très bien. Maintenant, je vais passer à la version qui, moi, la partie qui, moi, m'intéresse le plus, c'est quand Bob Arum va détailler pourquoi la revanche n'est pas arrivée là en décembre. Alors, il explique que, donc c'est vrai que Wilder a tout de suite demandé une revanche, il était dans son droit, dans son contrat, suite à avoir perdu sa ceinture WBC, étant champion, il avait fait signer un contrat qui l'autorisait de demander sa revanche. Il l'a demandé, donc il était dans les clous, mais le combat aurait dû avoir lieu dans la première semaine d'octobre. C'est Wilder qui aurait demandé un report à décembre, ce que Fury a accepté. Mais à ce moment-là, il a encore dit non, on va décaler à février parce qu'en décembre, il y a beaucoup d'événements sportifs aux États-Unis, donc voilà, c'était en termes de com, tout ça, c'était pas pratique pour eux. Donc, ils ont demandé encore un report. Et là, Fury a dit non, parce que Fury avait l'intention de combattre en décembre. Alors, je ne vais pas parler du choix d'adversaire de Fury, j'attends que l'annonce soit faite, mais je t'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge. Parce que Fury, qui se vantait d'être le super champion, qui veut prendre des noms, qui s'en fout des ceintures, qui va nous faire une défense pour faire une défense contre un mec qui, il faut être honnête, ne mérite pas une chance pour un titre de champion du monde, moi, ça me fait un peu mal, tu vois. Mais bon, après, on en reparlera, nous, c'est pas le débat. Fury, c'est pas, ça arrive souvent qu'il y ait l'an dernier, si tu regardes, il a fait que ça. Hein.
Ouais, mais là, il est champion du monde. Et il arrêtait pas de dire, moi, c'est les noms, après j'arrête, tu vois, je prends des noms et après j'arrête ma carrière. Donc tout le monde disait, ouais, ça c'est un homme de valeur, ça c'est un homme d'honneur. Et on se rend compte que donc Tyson Fury qui devrait faire une défense de titre et peut-être partir sur un super combat contre Joshua l'année prochaine. Maintenant, je te laisse réagir. Écoute, à propos de Bomarom, après c'est difficile de réagir parce que nous, forcément, on n'a pas la vue sur ce qui se passe dans les coulisses, les contrats, sur ce qui est défini complètement. Je sais qu'il a parlé beaucoup de Shelly Finkel aussi dans son post, Bomarom. Ce qui, à mon avis, moi, est sûr, c'est que je pense qu'en fait, au début, ils se sont un peu tous rués sur cette idée d'un troisième combat. Et je crois qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça faisait chier beaucoup de monde ce troisième combat. Parce que si tu vois les réactions dans le monde de la boxe en général, ça a été putain, non, on va boxer Joshua, on s'en fout du troisième combat contre Wilder. Beaucoup estiment que, en disant ouais, c'est bon, tu l'as démonté, maintenant ce qu'on veut, c'est Fury Joshua. Et je pense qu'ils s'en sont aperçus et ils se sont dit à la première occasion, si on peut esquiver le troisième combat pour se concentrer plus sur le gros événement avec Joshua, on le fait. Et je pense que là, dès qu'ils ont pu trouver le moyen que cette clause est arrivée à expiration, ils ont dû dire allez, on n'hésite pas, on laisse tomber ça. Peut-être que on l'enterre pas définitivement, on en reparlera après. Mais pour l'instant, c'est pas en fait, c'est déjà très risqué parce que financièrement, tu vas mettre quand même des pépettes dessus. T'es dans une période où tu peux pas réunir un gros public avec tout ce qui se passe, et en plus t'es même pas sûr que les gens veuillent vraiment. Ça marcherait toujours, tu vois, ce type de combat, mais au vu de l'investissement, je pense qu'ils ne rentreraient pas forcément dans leurs frais. Tu sais que déjà au deuxième combat, ils avaient dit, malgré les gros chiffres qu'ils ont fait à la billetterie, par rapport à la bourse qu'ils ont donnée aux boxeurs, je sais qu'ils étaient un petit peu déçus, tu vois. Ils disaient on espérait quand même vendre plus en termes de pay-per-view et tout. Donc c'est pour ça que je pense qu'aussi ils se disent c'est peut-être pas l'option la plus lucrative de faire un troisième combat contre Wilder. Comment t'expliques le fait que le clan Wilder ait repoussé la date du combat? Est-ce qu'en fait ils sont pas en train de se rendre compte que Wilder peut-être ça va pas après cette défaite? Après je crois qu'officiellement la raison officielle c'était quoi? C'était une blessure au biceps qu'ils ont dit. Ouais, la raison qui est officielle qui a été annoncée, ouais. Et moi, je sais pas, toi, t'as une autre théorie, ouais. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je rajouterais que je pense que se disant que Wilder avait quasiment aucune chance de gagner le troisième combat, de faire mieux et voilà, de remporter contre Fury, ils se sont dit il faut au moins qu'on ait un maximum de recettes et les conditions Covid font que c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'ils repoussaient. Ouais. Quitte à se prendre une autre défaite, il faut qu'au moins on ait beaucoup d'argent. Ouais, je suis d'accord. Et c'est à cause de ça qu'ils repoussent. Donc moi, je pense que quand même, le Covid a faussé beaucoup de négociations de combat cette année 2020. Ah oui, clairement. Et après, tu allais nous parler, si tu veux bien passer à ça, sur le pourquoi de cette vidéo qui sort à ce moment-là. En fait, si tu veux, moi au début, comme je disais, la vidéo m'a frappé. Je me suis dit, comme beaucoup de gens, bon, ça y est, le mec, là, il est fini, il a pété une durite. Et en fait, je me suis dit, ça arrive quand même dans un certain contexte juste après, donc qu'il y ait refusé quand même ce troisième combat. Alors peut-être que tu dis effectivement, PBC préférait le reporter, mais je pense que le clan Wilder vraiment veut peut-être ce troisième combat parce qu'ils ont un peu que cette option. Ils se sont dit, je pense qu'ils sont arrivés à la même conclusion, comme on dit tout à l'heure, que le troisième combat au final n'intéressait pas tant les gens qui pensaient que Fury avait classé le dossier Wilder. Et je me suis dit, au final, le meilleur moyen de raviver l'intérêt, c'est de dire quoi? C'est de faire une vidéo, de dire c'était truqué. Parce que il y a une partie des gens qui vont dire ah ouais, vous avez vu, c'est pas net et tout, il faut un troisième combat pour clarifier. Et il y a une autre partie de gens qui vont dire ouais, Wilder, t'as vu ce qu'il a osé dire? Ils le reprennent pour y en remettre une, pour le calmer, pour y fermer sa gueule. Et tu vois, j'attends de voir les réactions sur les réseaux, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup de gens qui disaient laisse tomber Wilder, maintenant va à Joshua, qui vont se dire ouais, vas-y, Tyson va lui fermer sa gueule et tout. Tu vois, je pense que quelque part, c'est risqué parce que tu as des dommages collatéraux, parce qu'en termes d'image, là, Wilder, quand même, moi je suis allé voir un peu sur les réseaux américains ou quoi, il faut le dire, la plupart ils se foutent de sa gueule, quoi. Mais Vincent, ça a toujours été le cas. Oui, mais bon. Ça change rien pour lui. On se foutait de sa gueule quand il était champion du monde et qu'il mettait tout le monde KO. Je suis d'accord, mais là, tu vois ce que je veux dire. T'as franchi un autre cap, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que même des mecs qui, à l'époque, pouvaient dire, ouais, il a pas de technique et tout, mais j'aime bien parce qu'il met des KO. Là, il y a plein de mecs qui disent, ouais, franchement, là, le gars, pour dire ce qu'il a dit. Puis, même en termes d'image, je t'imagine par rapport à son entraîneur, quand même, son entraîneur qui a peut-être sauvé la vie, qui l'accuse de l'avoir drogué, qui le traite quasiment de traître.
C'est Ouais, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Il est ridicule. Mais c'est un gars qui est désespéré, qui a tout perdu, tu vois. oui, oui. Et après, j'ai toujours dit, il y a l'état d'esprit du champion qui ne veut pas voir que, voilà, il veut pas voir la vérité en face. Et la vérité, c'est qu'il s'est fait tabasser en boxe, mais vraiment tabasser, humilié. Il a pris. Je t'ai revu encore cet après-midi le combat. C'est un combat que je revois souvent. Et c'est, oh là là. Ah, c'est, ouais. Pourtant, je suis supporter de Wilder, hein. Mais Fury, ce qu'il lui fait, mais bah. Et Ouais. donc voilà, et c'est dur. Et voilà, et moi je pense que c'est un gars désespéré. Ouais. Ah oui, et puis je pense qu'il misait beaucoup sur ce combat quand tu vois la mise en scène qu'ils avaient fait autour de ça et tout, et le fait qu'ils prennent une telle défaite comme ça, et effectivement c'est dur à digérer pour lui. Hein. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que si c'est vraiment ce qu'il pense aussi, j'ai envie de dire, toi tu avais fait une vidéo à l'époque, est-ce qu'il peut revenir? S'il est dans cet état d'esprit vraiment sincèrement, je pense que ça va être dur pour lui de revenir quand même. Ben, le problème, c'est que s'il n'y a vraiment pas de remise en question de sa part, et c'est l'impression qu'on a, il reprendra la même chose. Il ne peut pas espérer encore que son one punch le sauve, alors que dans le premier combat, ça n'avait pas suffi, alors qu'il l'avait touché. Dans le second combat, il n'a jamais pu. Il l'a placé un peu au début, ouais. Ouais, mais à chaque fois, ça a accompagné. Quand j'ai revu, ça a accompagné, c'est bien anticipé. C'est vrai que Fury l'accompagne très bien, ouais. Non, c'est pas possible. S'il n'y a pas une vraie remise en question, c'est un peu ridicule, mais ce que Floyd Mayweather lui a dit qu'il le coach, c'est pas con, tu vois. Ah oui, maintenant, bon. C'est pas... Oui, voilà, on est tous d'accord pour dire que ça va jamais devenir un grand technicien, mais il pourrait rajouter quelques cordes à son arc et. Voilà. Tu changes pas complètement un boxeur, mais il faut quand même qu'il y ait une remise en question quand tu as un match retour. Si tu n'as pas de remise en question, tu peux pas y retourner en disant voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Regarde Canelo qui fait son premier combat contre Golovkin, il y a une remise en question au second combat. Bien sûr. Tu vois. Mais tu sais, c'est ce qu'avait dit Russ Amber, le célèbre cutman à l'époque, qui était dans le clan Wilder, qui s'était fait virer justement, et qui avait dit en partant à l'entraîneur de Wilder, dont j'ai oublié le nom, pas Mark Breland, je parle vraiment de celui qui l'a repéré des plus jeunes et qui lui disait ce gars-là tant qu'il réussira ça sera grâce à lui. Il dit mais tu verras que le jour où il perdra ça sera la faute de tout le monde. Et effectivement il s'en est pris à son entourage et tout et je pense que c'est peut-être un gars qui effectivement la remise en question ça fait pas partie de ses attributions qu'on va dire. Et par contre, je te rejoins complètement sur le point où tu disais que maintenant, le combat que tout le monde veut voir, c'est Fury-Joshua. Et déjà, à l'époque, quand ils ont fait match nul, Wilder et Fury, je disais, le combat le plus intéressant maintenant chez les lourds, c'est Fury-Joshua. Ah oui. Mais moi, en tout cas, j'avais dit, maintenant, ne me parlez plus de Wilder-Joshua, je dis, parce que après ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait une revanche sur Wilder-Fury et après, on en reparle. Mais sur le coup, moi, je disais, pour moi, non, Wilder, comme toi, je l'avais vu perdant, j'avais dit, si vous voulez le voir contre Joshua, il va falloir pour moi soit il batte Fury, soit Fury le rebat, et c'est lui qui devient légitime face à Joshua, ce qui s'est passé au final. Ok, bon, peut-être qu'on gardera un sujet spécial Fury quand son combat sera annoncé, et je te réinviterai pour en parler, parce que j'aurai des choses à dire à ce moment-là, et je pense qu'on aura des choses à dire à ce moment-là sur Fury. D'ailleurs, la question sera, est-ce que Fury sera le combattant de l'année 2020 ? Et on verra un peu contre qui il va prendre en fin d'année, et ça va être une vraie question. On va en rester là sur cette réaction à la vidéo très spéciale d'Halloween faite par Wilder. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais. Et puis sur ce, et ben voilà, je vous dis à la prochaine, les gars. Avant que vous quittiez cette vidéo, j'en profite pour faire un petit peu de promotion, mon autopromotion pour les t-shirts, les pulls que j'ai commencé à vendre via un site. Donc le site est dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça. J'attendais de les recevoir et de voir la qualité du matos avant de vous le partager et j'en suis très content. Regardez-moi comment je suis devenu balèze grâce à ce matos. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.